Tates, Mames streben, sehr Kinder euch zu geben, weil das ist die größte Freude bei sei. Bonsoir et bienvenue sur Yiddish Heint, l'émission mensuelle de la Maison de la Culture Yiddish. Geht der Tate zu der Klezmer a geschrei. Nu lo mir alle tanzen it's del duet. Pour cette première émission de la rentrée, juste après les jours de fête, ou autrement dit au premier jour de la fête juive du régime, nous sommes de retour pour parler justement de nourriture. De Zibeles mit Eier, de gehackte Leber, de Knedlach, de Kreplach, de Kache, comment l'oublier, de gefilte Fisch. Pour ce faire, nous avons avec nous ce soir la spectaculaire Elise Goldberg, auteure de Tout le monde n'a pas la chance d'aimer la carpe farcie, qui vient de paraître aux éditions Verdier. Bonsoir Elise. Bonjour Char. Tout le monde n'a pas la chance d'être aimé, ça c'est sûr aussi, mais tout le monde n'a pas la chance d'aimer la carpe farcie, sorti à peine il y a un mois et salué par la critique, cité par Vogue comme l'un des 8 premiers romans à lire absolument cette rentrée, souligné par le journal d'Arte, sujet d'une émission de Talmudique. Elise Goldberg, au-delà de ce succès critique, j'ai une autre question pour vous. Est-ce que votre boîte mail est inondée de recettes de comment on le fait chez nous? Oui, ça pourrait. J'attends encore les mails. Hein. En tout cas, le titre du livre déjà délie les langues. J'avais fait un salon au musée d'art et d'histoire du judaïsme et c'est vrai que les gens, quand ils voyaient la couverture et le titre sur la couverture, tout le monde n'a pas la chance d'aimer la carpe farcie, ah bah forcément, certains vont se positionner pour, certains vont se positionner contre. Comme ce n'est pas un livre de recettes, il n'y a pas forcément ces réactions sur « Ah bah non, ma grand-mère ne le faisait pas comme ça », mais le sujet, en tout cas, délie les langues. Tout à fait, c'est un sujet, c'est un sujet miné de controverses qu'on pourrait trouver de comment faire ceci et comment faire cela. On peut argumenter sur chaque virgule de ces traditions du Yiddishkeit. Et on va en parler justement du Yiddish, de la langue elle-même, plus tard dans notre conversation. Mais d'abord, j'aimerais vous demander de nous lire un extrait qui vient du début du livre, décrivant un repas de famille. Donc je décris un repas type chez mon grand-père. D'abord, ces petits bâtons et petits trous marrons piqués de gros grains de sel, jaillis d'une boîte de plastique. J'ai longtemps cru que l'apéritif, c'était les bretzels dans leur ravier. Puis, des radis roses en zakouski. On les coiffait de beurre avant de les tremper dans une dune de sel. Des crevettes dont, enfant, j'évitais de croiser les gros yeux noirs. Alors seulement, nous franchissions les frontières. Oignons aux œufs, Zibeles mit Eier. Crus, les oignons. On disait plutôt œufs aux oignons, peut-être pour laisser croire qu'après ingestion, la laine restait supportable. Gehackte Leber. Foie haché, comme l'annonce sa consonne qui coupe. Pas de hachoir électrique, les grumeaux sont rois. Le vrai gehackte Leber accroche à la langue et au palais. Les dents ont matière à moudre. Puis venait le mets de choix. Venaient ensuite les Kneidler, de pâles sphères irrégulières flottant dans l'eau teintée d'un bouillon. Il fallait annoncer le nombre au moment où l'on tendait l'assiette, mais il n'était pas rare que l'on écope d'une ou deux supplémentaires. La viande et les légumes qui avaient servi à confectionner le bouillon. Dans le grand plat, carottes, navets, poireaux échevelés avaient l'air de rescapés d'une noyade. Le repas s'achevait sur le gâteau au fromage, le Käskirchen, ou sur la Winterkompotte pommes et pruneaux, brune, filandreuse, délicieuse, mais dont l'aspect me faisait regretter les petits pots colorés du supermarché. Donc, ce repas de famille qui commence avec une énumération de plats typiques qu'on pourrait retrouver chez vous lors de votre enfance. Exactement. Et ces plats, comme le plat roi du titre du roman, le gefilte Fisch,
donc structure le récit, mais comme vous l'avez dit, c'est pas un livre de recettes, c'est pas un livre sur la cuisine, c'est pas un livre documentaire. Donc, qu'est-ce que c'est que ce livre que j'ai vu dans bien des critiques, décrit comme un roman? Est-ce que vous le considérez ainsi? Alors, je dirais peut-être pas que c'est un roman. En tout cas, on peinerait à y trouver une intrigue avec des rebondissements et un dénouement. Déjà, la composition, c'est plutôt des fragments. On le voit graphiquement avec des passages, des paragraphes plus ou moins longs qui sont vraiment séparés par un astérix. Donc, il y a vraiment cet aspect fragment que j'ai voulu mettre en valeur. Je dirais que c'est un récit, que ça se rattache plutôt au terme de récit, dans le sens où c'est assez... ça part beaucoup d'une expérience personnelle, ça part beaucoup, moi, de mon enfance et des souvenirs qui sont liés à ma famille. Donc voilà, j'emploierais plutôt ce terme. Et j'aimerais moi aussi lire un passage, maintenant qui vient un peu plus tard, justement au sujet de ces astérix, ces tranches, ces bouts de récit. Où vous décrivez donc là aussi une dispute lors d'un repas familial. Quand en famille on évoque les lieux où retrouver les saveurs de la Pologne juive, c'est ce nom qui revient, Finkelstein. Mais le gefilte Fisch de Finkelstein, peut-on vraiment en parler? La question ne se posant pas en termes de bon ou mauvais, mais aucune trace de cette saveur sucrée-salée, de cette consistance aqueuse qui, si elle ne lui facilite pas la tâche d'être appréciée par le commun des mangeurs, en fait à mes yeux toute la valeur. Donc, c'est un livre de traces, n'est-ce pas? De traces, de souvenirs, de bribes, de paroles qui se constituent ainsi, n'est-ce pas? Oui, oui, vous avez raison d'utiliser le mot trace qui est présent dans ce passage. Je vais tester, comme on utilise ce terme dans la cuisine, le gefilte Fisch de chez Finkelstein pour retrouver cette trace-là de l'enfance. Et les conversations aussi, elles sont une forme de trace de quelque chose qui a disparu. En tout cas, le gefilte Fisch de ma grand-mère, par exemple, a disparu. Et puis d'autres choses dont je parle dans le livre. Et donc, c'est une question peut-être très simple et qui vous a été posée sans doute 1000 fois. Mais j'aimerais commencer aussi par la question, comment l'idée de ce récit vous est venue? Et ensuite aussi, pourquoi maintenant? Quelle était l'impulsion actuellement dans votre vie ou votre parcours de décrire ce récit? Alors tout au départ, il y a un travail psychanalytique et que où a émergé l'idée que des empêchements qui pouvaient être les miens étaient peut-être liés à une histoire familiale, c'est-à-dire c'est l'idée du transgénérationnel, que des traumatismes, des événements qu'ont pu avoir vécu mes aïeux pouvaient avoir laissé une trace, encore une fois, en moi et même m'avoir en partie façonné. Et partant de là, j'ai voulu en savoir un peu plus sur l'histoire de ma famille pendant la Shoah. Et j'ai interrogé ma mère qui avait très peu d'informations. Elle avait oublié beaucoup de choses, ou alors elle savait des choses, mais elle n'avait pas les dates, les lieux. C'était assez flou. Et j'ai commencé un travail d'enquête sur cette histoire. J'ai interrogé mes proches. Je me suis aperçue que du côté mon grand-oncle et sa femme avaient été interviewés. Il y avait des rushs où ils racontaient cette histoire qui était en partie celle de mon grand-père. Donc j'ai pu retrouver beaucoup de choses à partir de ces films. Et puis après, j'ai fait des recherches. J'ai fait quelques recherches, notamment à l'OFPRA, au cercle généalogique juif. Voilà. Et puis, alors par ailleurs, voilà, il y avait l'envie d'écriture qui était présente, et je cherchais
une manière d'utiliser cette matière-là, finalement mes obsessions, parce que l'écriture, de mon point de vue, c'est très lié aux obsessions qui peuvent nous travailler. Et j'ai découvert un auteur qui s'appelle Ryoko Sekiguchi, qui écrit beaucoup sur la nourriture, notamment, pas seulement, et les différences entre la culture gastronomique ou gustative japonaise et française. Et notamment, les livres que j'ai découverts à ce moment-là, c'était Dîner fantôme, Manger fantôme et Dîner fantasma. Et elle imagine des repas pour les fantômes. Et j'ai eu une sorte je me suis dit, mais c'est une idée absolument géniale. Ça donne vraiment un texte littéraire savoureux et délicat. Et moi, j'ai tout de suite pensé à la cuisine ashkénaze. Je me suis dit, j'ai envie de partir de cette cuisine-là. Et plus profondément après, mais moi je fonctionne un peu comme ça, c'est-à-dire parfois j'ai une idée mais je ne sais pas pourquoi je la trouve géniale ou à quoi elle renvoie un peu plus profondément. Il me faut l'esprit de l'escalier dont je parle, j'ai un peu l'esprit de l'escalier dont je parle dans le livre. Et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai que c'est une cuisine qui est elle-même fantomatique, la cuisine ashkénaze, qui devient fantomatique, qu'on mange de moins en moins. Il n'y a plus, comme je le dis dans le livre aussi, il ne reste plus qu'un restaurant ashkénaze, et encore, il vient d'ouvrir. Donc, c'est une cuisine un peu fantomatique. Et puis aussi, je pense que c'est lors des repas chez mon grand-père ou chez ma grand-mère de l'autre côté, parce que mes grands-parents sont d'origine juive polonaise des deux côtés. Donc j'ai 2 fois plus l'occasion de connaître cette cuisine. Et je me suis aperçue que lors de ces repas, mais peut-être plus chez mon grand-père où c'était des grandes tablées lors des fêtes, qu'il y avait beaucoup de choses de leur judéité, de leur histoire qui passaient lors de ces repas, à travers les sensations, les émotions aussi. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui m'arrivaient dans ces moments-là. Vous dites aussi par rapport à la cuisine ashkénaze que la cuisine ashkénaze, c'est comme l'art conceptuel. Il faut faire du discours, il faut du discours avec. et justement, vous évoquez donc ces souvenirs de repas qui vous rappellent des choses sur la judaïté, sur l'histoire de votre famille. Donc, en fait, vous écrivez un livre de souvenirs. Quelle est la sensation de travailler avec une telle matière où vous traitez vous souvenez de vos propres souvenirs qui vous rappellent les souvenirs des autres? Comment naviguer entre autant de personnages et de sentiments? Oui, il s'agit, je pense que vous faites allusion aux souvenirs de ma mère, pour qui elle-même c'est des souvenirs, ou même c'est des souvenirs de sa mère qu'elle lui a raconté. Et donc elle se souvient et elle me raconte. Eh bien, je dirais que dans mon texte, il y a peut-être pas une méfiance, mais disons, je prends tous ces souvenirs-là avec une forme avec des peut-être, avec des il me semble. Voilà, je les approche avec beaucoup de précaution. Mais comme c'est ce qui m'en reste, eh bien, je prends ce qu'il me reste de cette histoire. Écoutons maintenant une chanson. Là aussi sur la nourriture. Hudel mit dem Strudel. Hudel, la femme qui a le strudel, le seul plat que son mari aime. Et ensuite, on revient à notre conversation avec Elise Goldberg. Oi, Hudel, 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 was herzig mit dem Strudel. Es ist Geschmack, ich habe sehr lieb. Ich darf kein Fleisch, kein Zimmes, weil alles ist mir Niemes. Oi, Hudel, Hudel, gib dem Strudel, gib.
hab a Landsmann heißt der Dudel, hat der a Weibel heißt sie Hudel. In Hudeldudel leben sich ganz wohl. In sein schöne Weibelhudel backt doch ausgezeichnet Strudel. Ama chaya Mama, das geht sich euch in Meul. Jede Freitag, wenn Dudel hat nur Zeit, kommt der heim zum Weibel und schreit, oh, ja, ja, Hudel, 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 nur was Herz auf mit dem Strudel. Es ist Geschmack, ich hab es sehr lieb. Ich hab es lieb, jetzt darf kein Fleisch, kein Zimmes, weil alles ist mir Nimmes. Oi, Hudel, Hudel, gib dem Strudel, gib. Vous écoutez Yiddish Hein sur RCJ 94.8. C'est ce soir la première émission de la rentrée où nous avons le plaisir d'avoir Elise Goldberg au studio avec nous. Par rapport à son livre « Tout le monde n'a pas la chance d'aimer la carpe farcie », paru récemment aux éditions Verdier. Rebonsoir Elise. Rebonsoir Shahar. Et donc maintenant, on a parlé un peu nourriture, on a eu des heures d'œuvre, et il est temps de parler du Yiddish, donc qui est l'esprit derrière ce livre. Vous dites très clairement dans le livre que c'est une langue que vous ne pratiquez pas, mais en même temps, j'ai trouvé pas mal de passages où vous arrivez à expliquer des nuances, des pilpouls entre un schlemiel, un schlimazel, et à donner un sens à cette langue que vous ne connaissez pas. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de ce que vous connaissez du Yiddish, d'où viennent les mots, les sons, les sentiments derrière cette langue qui anime tout votre récit? Oui, alors j'ai quand même fait des tentatives pour apprendre le yiddish, mais j'avoue que je n'ai pas réussi à les mener à leur terme. J'ai appris l'alphabet, j'ai appris des mots. Et les mots qui sont présents dans le texte, c'est plutôt en premier lieu des mots que moi j'entendais dans ma famille, comme Schein Meidele, que mon grand-père disait, ou Picherin aussi, pisseuse, mais c'était affectueux. Et j'ai eu envie de faire vivre ces mots que je connaissais dans le texte. Mais l'idée, c'était pas de mettre à avoir une connaissance approfondie pour ce livre. En fait, ça n'aurait pas eu de sens. C'est-à-dire que moi, je voulais faire apparaître ces mots de yiddish tels que moi, je les connaissais avec ma connaissance à moi. J'ai quand même un petit peu triché. Je suis quand même allée voir dans le livre qui s'appelle « Les joies du yiddish ». Ça m'a permis de me rafraîchir la mémoire parce qu'il y avait des mots que je connaissais mais que j'avais oubliés. Et puis j'ai quand même pêché quelques mots dans ce livre-là. Et pour moi, le yiddish, pour moi, il y a un lien affectif qui est vraiment, c'est très lié à la famille. Donc il y a quelque chose d'affectif. Pour moi, c'est une langue qui est tout sauf neutre. Et pour moi, mais j'ai du mal à penser qu'on puisse la considérer neutre, même quelqu'un qui la comprendrait pas, parce que je trouve qu'elle est très savoureuse, peut-être contrairement à ce que je dis de la cuisine ashkénaze, et j'avoue que je pousse le bouchon du cornichon un petit peu loin sur la cuisine ashkénaze, mais le yiddish, pour moi, c'est une langue qui voilà, il y a des diphtongues, il y a des accents toniques, c'est une langue très alors je dirais pas forcément mélodieuse, mais très expressive. Par exemple, pour revenir à votre question sur le schlemil et le schlimazel, comme moi, je suis quelqu'un de maladroite, forcément, ça me parle beaucoup, ces termes-là. Et puis, je sais que je suis tombée sur Internet dans des conversations de groupes Facebook autour du yiddish, où il y a
plein de blagues sur la différence entre les deux. Et les blagues, c'est quand même les meilleurs moyens mnémotechniques. Et du coup, ça m'a amusée aussi de faire un texte un petit peu amusant sur la différence entre les deux termes. Vous avez évoqué le fait que dans le récit, vous parlez parfois de la nourriture ashkénaze en termes, disons, controversés pour certains. Et en décrivant justement la cuisine ashkénaze comme fade, des fois. Et donc, d'abord, je voudrais vous poser la question, vous mettre sous en pression là. Est-ce que vous aimez finalement la carpe farcie ou pas trop? Ah oui, j'adore que les choses soient bien claires à cette antenne, oui, j'adore la carpe farcie, mais j'ai appris à l'aimer, c'est-à-dire il y a un moment où je n'aimais pas ça, où tout simplement ça ne me parlait pas, et il y a un moment où j'ai commencé à aimer, de même que j'ai commencé à aimer d'autres plats ashkénazes qui pour moi ne présentaient, soit je n'aimais pas, soit ça ne présentait pas d'intérêt. Et alors, c'est pas forcément parce que je suis ashkénaze que j'aime la carpe farcie, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas, beaucoup d'ashkénazes qui n'aiment pas ça. Sans doute la plupart. Ce serait intéressant comme sondage à lancer. Mais moi, vraiment, je donnerais cher pour manger à nouveau la carpe farcie de ma grand-mère, oui. Justement, qui est la carpe farcie, la gefilte Fisch, et pas la gehackte Fisch, que la plupart d'entre nous connaissent, les boulettes de carpe que vous évoquez dans le livre. J'aimerais aussi, donc, derrière cette question de la nourriture fade ou pas de la cuisine ashkénaze, vous avez déjà évoqué le fait que la langue yiddish est tout sauf. Est-ce que je peux vous demander votre sentiment du yiddish comparé au français? Je veux dire, vous qui êtes francisé, disons, vous venez d'une famille juive, mais d'une famille qui s'est assimilée en France. Le français, c'est votre première langue, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez trouver des différences de rythme presque? Cette question, je m'embrouille un peu, mais c'est parce que je pense à Batya Bar, qui est décédée cet été, l'une des grandes traductrices du yiddish vers le français, qui m'a dit une fois que pour elle, quand elle lit le yiddish, elle ne peut pas imaginer le français. Il faut qu'elle fasse un travail énorme pour rapprocher les deux langues par rapport au rythme. Et j'ai trouvé que justement, votre style, il était peut-être rythmé différemment, qui avait un goût de rythme yiddish dans votre écriture française. Est-ce que c'était voulu? Est-ce que c'était conscient? Est-ce que je me trompe totalement? Pour vous répondre, il faudrait peut-être que je connaisse mieux le yiddish. Je trouve ça fabuleux. Enfin, ce que vous me dites, si ça crée cette impression-là, c'est vraiment. J'en suis très heureuse. En tout cas, c'est vrai que, comme je disais, que le yiddish, pour moi, c'était quelque chose qui sonne beaucoup, qui est très expressif. Et je trouve que c'est une langue beaucoup plus expressive que le français, qui n'a pas d'accent tonique, même si, en réalité, bien sûr, il y a des intonations dans la langue française quand on parle, mais c'est peut-être moins inscrit dans la langue elle-même. Et c'est vrai que oui, si ça donne plus de saveur, les mots de yiddish, si ça donne plus de saveur dans le texte, comme peut-être des condiments, des cornichons, ou du Rhein, c'est très bien. Maintenant, c'est vrai que ça pose la question aussi de la traduction plus généralement, est-ce qu'il y a des langues qui se prêtent plus à exprimer certains sentiments, certaines émotions. Dans le texte, par exemple, je parle du mot dépaysement, où j'ai appris qu'il y a plein de langues où ce mot n'existe pas. Et ça pose la question de savoir... Ah oui, c'est pourquoi ça n'existe pas, à quoi ça renvoie le fait que ça existe dans certaines langues et d'autres pas, peut-être à
tournure d'esprit, comme le duende par exemple. Est-ce que vous pouvez nous lire cet extrait de votre livre sur le yiddish? Ma connaissance du yiddish se résume à peu de mots. Je les tiens de toutes ces conversations de mes grands-parents auxquelles j'ai assisté. Soudain, d'un côté ou de l'autre, au détour d'une parole, un élément étranger réussissait une percée. Tu prendras bien un petit gloustail. Bouillante et agrumée, la traduction m'était servie sur un plateau. Pour des mots plus abstraits, le sens finissait par devenir évident tant ils avaient été enrôlés dans une diversité de contextes. Il n'en reste pas moins que mon vocabulaire n'est qu'un maigre butin réchappé de l'oubli. Quelques expressions, des petites phrases toutes faites, un prêt-à-porter sorti de l'armoire à chaque célébration. Zin gesinnt, à tes souhaits, les chaim, à la vie, troges Gesindheit, porte-le en bonne santé, à propos d'une nouvelle robe, d'un bracelet. Des mini-mots, cornichons venus agrémenter la conversation. Ototot, voilà. Oi Gewalt, au secours. Nous, mots caméléons se faufilant dans toute conversation et qu'il serait regrettable de réduire à « alors ». Et aussi, Balebousté, la bonne ménagère, que j'ai retenue à cause des boutiques de bijoux toc qui ont pris ce nom et où nous est arrivé de nous fournir ma mère et moi. Porte-le en bonne santé. Les mots qui ont gagné la course à la survie. Des rogatons, une caricature de yiddish. Je trouvais ce que je voulais dire, c'était par le rythme différent, c'était justement là, il y a beaucoup de virgules, il y a beaucoup de pauses, il y a une manière plus patiente mais en même temps impatiente à raconter. Vous parlez aussi revenons au Gefilte Fisch. Il y a un passage, une ligne remarquable que vous dites. Mes entrailles sont farcies. Je suis une gefilte fille. Qu'est-ce que j'ai dans le ventre? Alors, on va justement en parler un tout petit peu plus après le prochain morceau de musique, Der Dishwasher, le plongeur, interprété par Hermann Jablokov, qui raconte donc un plongeur dans un restaurant. In a Restaurant hab ich gesehen an alten Mann in a Kirche dort stehen. Warum im Wasch? Redt kein Wort. Steht in Wasch, die Teller dort, ohne mit dem Vierer. Trimmt sich still. Ich wasch mit meinen schwachen Händen, ich wasch in Baba wasch, verdien ich Aposen, viel Friedigkeit, vertrinken ein Stück Bräu. Ich wasch in Baba Wein, eure Sicherheit in dem Tor. Ich hab Kinder viel, gebildet Reus, die ins Schnier warten mich heraus. Mein Tochter feit, ihr soll gehen zum Sinn, mein Sinner schreit, kann gut nicht hin, ihr nicht dem Rasch. In a Wasch. Ich wasch mit meinen schwachen Händen. Ich wasch im Wasch, verdien ich Aposen. Für eine Friedigkeit, vertrinken ein Stück Bräu.
Ich was in der Welt, aber sich allein dem Teut in dem Ras. Stell ich in was. C'était Der Dishwasher, chanté par Herman Jablokov. Vous écoutez Yiddishheit sur RCJ 94.8 ce soir avec Élise Goldberg autour de son livre qui vient de paraître aux éditions Verdier. Une annonce plutôt, avant de poursuivre la conversation avec Élise. Le 15 octobre commence le nouveau Kinderschule, donc le jardin d'enfants pour toute personne intéressée à voir leurs enfants immersés dans le monde yiddish. Les enseignantes cette année sont Sacha Golmanas, une artiste, et Caro Wagner, une enseignante du yiddish, enseignante et chercheuse. Donc les inscriptions sont déjà ouvertes. La première séance aura lieu donc le 15 octobre et il y aura 12 dimanches au cours de l'année du Kinderschule. Vous pouvez vous inscrire sur le site paris.yiddish.web. Paris Yiddish et vous le trouverez. Et donc, bonsoir Élise Goldberg. On a évoqué donc le Gefilte Fisch qui est le cœur structurel de votre récit. Et j'ai noté, donc, je vous ai cité avant la pause musicale en disant que vous êtes une Gefilte fille. Et j'ai remarqué également qu'au cours de la lecture, on passe du plat préparé, du Gefilte Fisch qu'on mange, à la carpe vivante. Plus on avance, plus on retourne aux sources de cette source d'inspiration. Est-ce que c'était voulu? Est-ce que c'est... Et par là, j'aimerais savoir un peu plus sur comment vous avez construit ce roman. Quelle structure avez-vous trouvé dans votre tête pour traiter une telle matière? Alors, le passage de la carpe farcie à la carpe vivante non traitée, c'était pas forcément quelque chose qui était très conscient, mais il est vrai que ça suit le mouvement du texte, qui est un mouvement qui va qui commence par le présent ou les souvenirs directs de la narratrice et qui vont de plus en plus vers des souvenirs et des souvenirs de souvenirs et des souvenirs de souvenirs de souvenirs, comme vous disiez. Et voilà, et la carpe apparaît effectivement à ce moment-là où on remonte plus dans cette histoire et où on est dans une partie du texte où on s'est un petit peu éloigné de la cuisine, qui est tout de même toujours présente, parce qu'il faut toujours avoir des petites choses à grignoter près de soi, mais malgré tout, on s'achemine davantage vers l'histoire familiale et notamment vers la Shoah, vers cette période que ma famille a traversée. Et la manière dont j'ai construit ce texte, alors tout au départ, j'avais commencé un texte qui n'était pas du tout celui-là, qui était un roman. Avec un fantôme, le fantôme du grand-père qui vient rendre visite à la narratrice et qui lui demande de lui faire à manger ce qu'il aimait manger. Donc le thème de la cuisine était déjà là. Et puis, en fait, je n'étais pas très à l'aise avec ce texte. Il y avait quelque chose sur le plan de la justesse qui ne me satisfaisait pas. Et en fait, lors d'une discussion avec des amis qui écrivent eux aussi, et l'un d'eux écrivait du fragment, je me suis dit, mais en fait, peut-être que c'est une forme qui va me convenir et que c'est aussi une forme qui va convenir aux propos du texte, qui reflète l'idée que c'est des choses qui me restent, mais c'est un petit peu des lambeaux tout de même de cette culture, de l'histoire de ma famille, du yiddish. Donc c'est une forme juste pour le propos. Et puis et donc j'ai commencé à dépecer le texte que j'avais écrit.
où je commençais déjà à faire des sortes de tableaux finalement. Je faisais un petit peu des tableaux sur des plats, des tableaux sur des sortes d'instantanés, sur des mots de yiddish. Ça commençait déjà à prendre cette forme-là. Et donc j'ai dépecé ce texte-là en voyant ce qui pourrait être intéressant. Et j'ai commencé à écrire d'autres fragments. Et par association d'idées, il y a beaucoup de fragments qui sont apparus comme ça très vite, sans pour autant que j'ai une idée de structure d'ensemble. Et après, ça a été un travail de voir comment tout cela pouvait avoir un mouvement, comment il pouvait y avoir, comment ça pouvait se succéder ces fragments-là, quel agencement trouver. Alors il y a plusieurs fils qui me permettent de faire tenir. J'avais vu une vidéo pour apprendre à faire le gefilte Fisch. Et j'avais vu que c'était très important de garder la darne entière. Et en fait, alors je ne me souviens pas, mais c'est une vidéo très drôle en plus. Et parce que les personnes qui sont filmées ont énormément d'humour en cuisinant. Et donc, à un moment, il déchirait la darne et donc il la recousait. Voilà, il la recousait. Alors voilà, moi aussi, je couds un petit peu. Et donc, il y avait le thème de la carpe carpe farcie ou pas, qui va courir tout au long du texte. Il y a des choses qui jalonnent aussi, qui font tenir tout ça, comme des morceaux de conversation de groupe autour de la cuisine ashkénaze sur Facebook, des blagues, mais qui sont les blagues qu'on racontait dans ma famille. Il y avait toujours un moment où on racontait des blagues juives. Et donc là, je mets les blagues que j'ai entendues je ne sais pas combien de fois. Donc je les écris de mémoire en brodant un peu. Et donc, qui sont quand même autour de la nourriture aussi, la plupart, voire toutes. Et voilà, donc ça jalonne, ça donne une certaine unité au texte. Et puis après, moi, j'ai travaillé vraiment sur l'agencement des fragments, comme une association d'idées, qui est la manière d'ailleurs dont les fragments ont proliféré, et aussi un peu comme la cure psychanalytique d'une certaine manière, et qui correspond à la démarche de départ, c'est-à-dire une idée qui en amène une autre, qui en amène une autre. Et aussi en travaillant des ruptures, c'est-à-dire qu'il n'y a pas toujours l'association d'idées. Parfois, il y a des ruptures très nettes. On passe à un fragment qui n'a rien à voir. Et pour créer un effet pour rythmer le texte, mais aussi il y a l'idée de créer un troisième sens suspendu, c'est-à-dire qu'on peut se raconter aussi des choses. Ça rend le lecteur actif. Le lecteur va il va créer son propre lien entre ces fragments. Et ces passages entre les fragments sont faits de manière cinématographique, je trouve. Justement, parfois, on a l'impression qu'on coupe d'une scène et on passe à une autre qui peut avoir lieu ailleurs. Puis plus tard, par une autre association d'idées, on peut revenir aux idées d'avant sous forme modifiée. Et justement, vous faites beaucoup de références au cinéma, à la télévision dans ce récit. Quel était, et pas forcément à la télévision ou au cinéma français, quel rôle est-ce que cet élément jouait dans votre écriture, mais également dans l'imaginaire de votre famille, parce que c'est très lié à vos souvenirs avec votre père, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, tout à fait. Mon père regardait beaucoup la télévision. On regardait beaucoup la télévision ensemble, et notamment des séries, et aussi des comédies musicales hollywoodiennes. Voilà, ça, c'était vraiment les deux thèmes phares de ce que nous regardions. Et alors, il y a peut-être deux choses. D'une part, mon père
Mon père était quelqu'un qui communiquait pas beaucoup sur ses émotions, et j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de lui, de ce qu'il était, de ce qu'il ressentait, qui passait par ses films ou par ses séries. Par exemple, dans le texte, à un moment, je parle de Columbo. Il adorait Columbo, et pour moi, ça dit quelque chose de lui. Et peut-être, j'avais l'impression que ça disait quelque chose qui était lié à sa judéité. Et puis, il y a aussi l'idée que, et ça, c'est pas forcément lié à la famille, c'est-à-dire que c'était une façon d'ouvrir un peu et de parler de ce que moi je percevais de ma famille et de son lien avec le fait d'être ashkénaze, de son lien avec la Shoah, de son lien avec la judéité. C'est comme des images en quelque sorte. J'en parle, mais de façon décentrée. Je me déplace sur une autre thématique, mais en fait, c'est de ça que je parle. Oui, quand par exemple, vous parlez, vous évoquez souvent Colombo, mais également Alexandre le Bienheureux. Et je trouvais ce passage remarquable quand vous dites que vous vous êtes mise à essayer de vivre comme Alexandre. Et je vais vous demander de le lire, s'il vous plaît. À l'âge des possibles, je me suis installée chez mon père, à porter des placards d'affection glycémique. Et je me suis mise à vivre comme Alexandre. Plutôt que d'aller me gaver de noms de traités, de batailles et de dates, comme mon choix d'études me l'ordonnait, installer la nourriture à mon chevet et ne rien faire. Rester au lit ou devant la télé, dormir jusqu'à satiété, manger jusqu'à m'assoupir. Seulement, je n'ai pas réussi à en profiter comme Alexandre. Je n'avais ni l'envie ni l'énergie de me mettre au billard, d'aller piquer une tête, de pêcher le goujon ou le garçon. Dorothy, devenue adulte dans son champ de pavots, j'étais prostrée, médusée, anéantie. Qu'allais-je faire de ma vie ? Je trouve ce passage merveilleux, d'abord parce que ça raconte un moment de faiblesse, enfin un moment très intime, mais de manière tellement entourée. Vous êtes entouré de votre père, de ces personnages de la télévision, de Dorothée, du magicien d'Oz. Et ça m'a fait penser que, en fait, dans votre récit, il y a un jeu entre le statique et le dynamique. C'est comme là, vous vous décrivez comme dans un état de prostration. De prostration, exactement, de non-action, mais que cela ne vous satisfait pas en même temps. Et ce livre, il me semble, part de différents points de vue statiques pour jalonner vers un dynamisme. C'est un peu, c'est-à-dire, je comprends aussi que ce livre vient d'un travail psychanalytique, mais ma question c'est comment, enfin, je ne vois pas exactement quelle question poser là-dessus. Je trouve ça juste merveilleux comme manière de décrire le monde. Alors, si tu veux, je peux répondre à cette non-question par une réponse. Avec plaisir. Alors, il y a un thème, dans le livre, il y a le thème gustatif culinaire, il y a le yiddish qui est très présent, et puis c'était très clair dans ma tête de parler de la question, effectivement, du mouvement, de l'immobilisme, du casaniérisme ou du voyage, du déplacement. Moi, mon père était quelqu'un de très casanier, il n'aimait pas voyager. Quand mes parents ont divorcé, il a cessé de partir en vacances. Enfin, les vacances, il les passait à Paris. Et moi, ça a été assez rapidement un problème pour moi de voyager. Je loupais tout le temps mon avion. Je passais pas forcément un bon moment sur place. Et je me suis dit que je me rattachais peut-être à lui, au fait
peut-être à sa phobie ou à son désintérêt pour le voyage. Et aussi, je me disais que peut-être il y avait un lien avec ces déplacements que ma famille avait fait pendant la guerre, qui étaient des déplacements qui n'étaient pas voulus, qui étaient subis, et ce qui fait toute la différence. Et qu'ils étaient peut-être bien contents après la guerre d'avoir enfin un foyer, même si ce n'était pas en Pologne, bien sûr, mais ils avaient un foyer en France. Et de fait, j'avais l'impression que ma famille était assez sédentaire, ce qui était peut-être vrai, mais peut-être pas pour tout le monde. C'était peut-être plus une impression de ma part. Et j'avais lu une nouvelle de Cyril Fleischmann dans ces nouvelles de la rue du métro Saint-Paul. Je sais pas si moi j'adore ces nouvelles. Ça parle vraiment du petit monde ashkénaze. Et il y a un couple comme ça de personnes un petit peu âgées qui vivent rue Caron, et en fait ils ne comprennent pas comment on peut vouloir aller ailleurs que rue Caron ou à la limite dans ce quartier-là. Et ils disent à leurs enfants leur racontent qu'ils sont ici ou là, ou ils sont installés ailleurs. C'est stupéfaction. Ils ne comprennent absolument pas comment on peut trouver un intérêt à être ailleurs. Et ça m'a beaucoup fait penser à ma famille. Et je pense que moi j'établis un lien, en tout cas, à raison ou pas, entre la Shoah et cette difficulté, après, à voyager, à se sentir libre de ces mouvements. Et peut-être, quand tu parlais de dynamisme, peut-être qu'il y a ces recherches sur ma famille, d'aller un petit peu aux sources comme ça, et peut-être qu'on peut imaginer que ça libère quelque chose, que ça libère une énergie, que ça crée justement un mouvement. Là, il y a un mouvement qui se crée. Est-ce que l'écriture de ce livre vous a donné envie de voyager plus qu'avant ? Je dirais pas les choses aussi caricaturales que ça. Disons que je loupe un peu moins mon avion depuis quelques années quand même. Après, la psychanalyse a dû passer par là, sans doute. J'aimerais vous demander de lire encore un passage qui est lié à cette thématique, là aussi lié au cinéma, le passage sur Dorothée et le magicien d'Oz. There's no place like home. Home, maison. Les deux termes ne s'équivalent pas. Home désigne les murs, le toit et tout ce qu'ils renferment, mais aussi l'environnement familier. Dans le cas de Dorothy, la ferme, le Kansas, voire son entourage, sa famille et ses amis. Pour preuve, la VO du magicien d'Oz traduit « Rien ne vaut la maison », quand la version doublée place dans la bouche de Dorothy « Je veux retrouver ce que j'aime ». En réalité, Dorothy n'a jamais dit cela. Absente du roman qui a inspiré Victor Fleming, la phrase la plus célèbre du film est un ajout des scénaristes. Home, c'est également la patrie. Le magicien d'Oz est sorti en septembre 1939. Il a été tourné alors que l'Allemagne s'emparait de la Bohême et de la Moravie, s'y installant comme à demeure, et transformait la Slovaquie en État vassal. Mais les Américains trouvaient alors préférable de ne pas prendre position dans cette guerre, de rester at home. C'est le message qu'aurait exprimé le magicien d'Oz. Mieux vaut rester chez nous. Mieux vaut rester chez nous, mais parfois pas possible. Écoutons un dernier morceau pour ce soir, Mein Mames Mein Cholim. C'est Gigane Schumacher qui la chante dans le film Unsere Kinder, réalisé par Nathan Gross et Saul Goskin en 1946, juste après la guerre. Mein Mames Mein Cholim. Auf die Fenster. Behalt sich nicht in den Stieben, sie darf gut nicht helfen. Herzlich zieht zum moralischen Lied wegen der Mammes Machulim im Weihe sind.
singen, prosaisch dit klingen, in nefscher naiv, in banal is. Ich bin moide dem Memes, banal fotsch die Theme is, far mir otus lied tausend Male. Was Freugen Chakiris, Poesie far mir is, a viele purpuschete Sachen, was wecken Gefühl, sich Reune zerspielen. Ich sing, in ihr mögt von mir lachen. Als ich denk noch mein Mames Machulem, noch ihr Schabes dick Halle mit Fisch, verlangt nur a Preis ich bazulem, für mein Mames heimischen Tisch. Die Zwiebel, der Knoblauch, der Reiter, geschmeckt wollt mir jetzt an Antik. Gott in jo schenkt mir, ich bete dich, meine Mames Machulem zurück. Als ich denk noch mein Mames Machulem, Oh, weiß mir nicht. noch ihr Schabes dick Halle mit Fisch, Artige Jiden nie. verlangt nur a Preis ich bazulem. Bis nicht das geht Für verkleiden. mein Mames heimischen Tisch. Wenn das gekommen ist Die hier. Zwiebel, der Knoblauch, der Reiter, geschmeckt wollt mir jetzt an Antik. Gott in jo schenkt mir, ich bete, meine Mames Machulem zurück. Mein Mames Maicholim de Gigane Schumacher qui l'interprète. Vous écoutez Yiddish Hein sur RCJ 94,8. Je suis avec Elise Goldberg ce soir. Et Elise, vous avez, suite à votre livre, Tout le monde n'a pas la chance d'aimer la Carfassi, vous avez des représentations musicales, n'est-ce pas, ou des lectures musicales du livre? Oui, où c'est une lecture qui dure à peu près 1 heure où je lis des extraits du texte et il y a des chansons qui viennent en écho, qui sont chantées par la chanteuse yiddish Muriel Missirlou. Super. Et les dates des prochaines lectures seront mises sur le site de l'émission, mais je vous le dis là, le 15 novembre à 19h à la librairie Quai de Brume à Strasbourg, le 22 novembre à 19h30 à la librairie Parole à Saint-Mandé et le samedi 9 septembre à 20h au Centre Medem Arbetering à Paris. Donc n'hésitez pas à aller regarder ce spectacle d'un texte resplendissant et de musique qui l'entoure. Elise Goldberg, donc, qu'est-ce que vous préparez après ce livre? Est-ce que vous avez d'idées pour vos prochains récits? Ah oui, je croyais que vous alliez me demander ce que j'allais préparer à manger, si c'était des œufs aux oignons ou... alors oui, il y a un texte qui est en préparation, que j'ai commencé. Après, ça reste sur ces thématiques-là. Après, c'est vrai que j'en parle pas forcément beaucoup parce que tant que ça s'écrit, voilà, moi j'ai besoin quand même de pas trop dilapider ma parole, de peur de dilapider l'écriture avec, mais ça reste quand même sur ces thématiques-là. Et qu'est-ce qu'on mange ce soir, justement? Alors, je sais préparer le foie haché et les œufs aux oignons, voilà. Et les Kneidler, très important. Oh là là, et combien vous servez à chaque invité? J'en sers toujours plus que ce que les gens demandent, bien sûr, comme mes grands-parents. Très bien. Merci beaucoup, Elise Goldberg, d'avoir été avec nous ce soir ici sur Yiddish Hein. Et merci à vous, nos auditeurs, d'avoir été avec nous également. Je vous dis au mois prochain et à bientôt. Tates, Mames streben, sehr Kinder euch zu geben, weil das ist die größte Freude bei sie.
Und als Gott helft, sie sehen unter der Gruppe das Kind stehen, geht der Tate zu der Klezmer a geschrei. Nu lo mir alle tanzen, it's der Duet. Hop, kille a Freilach. Kille, nu geher hop, 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 hop. Das ganze Leben hat der Welt die Bobkille. Nu lo mir gehen a tanzen, wie lang es los ich noch. Ai, 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 geht doch das so geht. Lo mir alle tanzen, du in der Rhythm. Ai, 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 geht doch das so geht. Mädel nemmen a Bocher en tanz mit ihm. Nu, lo mir alle tanzen, it's der Duet. Hop, kille, a Freilach, hop, kille. Du, geher hop, 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 hop. Das ganze Leben hat der Welt die Bobkille. Das ganze Leben ist doch nicht mehr wie a Tanz.